Effectivement, c'est juste un mot d'introduction pour vous dire, parce qu'après ces deux premiers plateaux, très riches et très denses, et surtout le second sur les outils en matière d'urbanisme, d'habitat, pouvant influencer plus ou moins forcément sur le logement, il y a effectivement, et à côté du marché privé, à côté même d'ailleurs des bailleurs sociaux, du logement locatif social, il y a effectivement des initiatives qui apparaissent, pas seulement au Pays Basque, mais en particulier au Pays Basque, des initiatives nouvelles qui restent encore relativement marginales aujourd'hui. Mais marginales parce que, comme tout ce qui est nouveau, évidemment, il faut du temps, c'est comme les véhicules électriques, mais également marginales parce qu'elles sont complexes. Elles sont complexes et elles nécessitent progressivement un encadrement législatif ou réglementaire, et l'État a parfois un petit peu du mal et il lui faut du temps pour réagir. Pourquoi elles sont intéressantes simplement, ces initiatives ? On va vous en présenter plusieurs. C'est que, pour la plupart d'entre elles, elles interrogent des notions que l'on croyait traditionnelles. J'ai parlé au début de la propriété privée, notamment de la propriété du foncier. La propriété, vous le savez, en droit civil, elle n'est pas une. Elle peut être scindée. Et il y a effectivement des expériences qui se développent. On va le voir notamment à travers les expériences menées via l'Office foncier solidaire. C'est d'avoir une autre approche du foncier, notamment du droit de propriété. Il y a d'autres expériences, effectivement, plus communautaires, plus alternatives aussi, qui sont plus sur les modes d'occupation des logements ou le mode de conception, à travers l'habitat participatif ou le logement intergénérationnel, qui d'ailleurs est visé, si je ne fais pas d'erreur, désormais dans la loi Elan, qui ne devrait pas tarder à être promulguée. Donc vous voyez, il y a des initiatives, souvent issues effectivement de groupes associatifs ou des initiatives citoyennes, donc c'est très intéressant. Elles restent marginales, mais elles ont vocation à se développer. Et nous avons la chance en Pays Basque d'en avoir plusieurs d'entre elles. Donc évidemment, chacun va pouvoir présenter ces initiatives qui sont passionnantes. Tu parles de présenter, justement. On va présenter nos invités, on ne l'a pas fait. Alors, Colette Schnurrenberger, qui est administratrice du COL, le comité ouvrier du logement, et qui porte le projet Habitat Participatif Senior. On va parler avec Arnaud Portier, qui est directeur de l'établissement public foncier local du Pays Basque, et bien de l'EPFL. Ensuite, on a Beñat Etchebest, qui est président d'Etchalde, une association qui travaille sur un nouveau mode de propriété. Et enfin, Chantal Touré, qui est membre de l'association EMEN. Alors, on peut commencer par l'EPFL. Expliquez d'abord, Arnaud Portier, cet outil qui est au service du Pays Basque. Quel est-il ? Oui, on va essayer de faire rapide parce que le temps est compté. L'établissement public foncier, comme son nom l'indique, c'est une structure publique donc, auquel adhèrent volontairement les collectivités. Il se trouve qu'à ce jour, donc après sa création en 2005, l'ensemble des communes du Pays Basque donc, sont adhérentes à l'EPFL. Et l'objet en fait, de l'EPFL, c'est, à la demande de ces collectivités, de réaliser des acquisitions foncières de biens bâtis ou non bâtis à vocation de projets publics. Projets publics qui vont bien sûr du logement, donc, qui est le sujet central de ce soir et qui est l'axe principal de l'intervention de l'EPFL. Donc logement avec bien entendu une priorisation sur le logement social et donc en mixité sociale. Le développement économique, puisque ça a été dit par une personne tout à l'heure, mais c'est bien de se loger, mais il faut aussi pouvoir travailler sur le territoire. Donc toute la partie développement économique. La partie équipement public, les écoles, les crèches et d'autres équipements. Un autre aspect, c'est aussi de reconstituer des réserves foncières, puisqu'en fait, ce qu'on constate aussi, c'est avec l'emballement un peu du développement de l'urbanisme, il y a des collectivités qui étaient propriétaires de foncier. Ça a été dit par certains de nos intervenants, ils ont utilisé effectivement du foncier public, mais en même temps qu'on utilisait ce foncier public pour faire des opérations, en parallèle, on n'a pas pensé à reconstituer des réserves foncières. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, par exemple, une commune comme la commune de Saint-Nazaire a une politique depuis très longtemps. Quand elle vend 1 mètre carré, en parallèle, elle rachète 1 mètre carré. Ce qui fait qu'elle a aujourd'hui à peu près, elle maîtrise à peu près 60% de l'espace de son territoire. Et que quand elle a un projet à faire, elle est chez elle. Donc toutes les questions qu'on se posait, qu'évoquait monsieur, sur la notion de prix, sur ce genre de choses, sur le fait de dire je suis vendeur, je suis pas vendeur, j'ai pas envie parce que voilà, je sais pas si mes enfants et autres, là on se pose même plus la question puisque le foncier est devenu public. Donc c'est de l'anticipation et ça c'est un mot important qu'on essaye de porter au niveau du territoire, c'est l'anticipation. C'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous les effets qu'on constate aujourd'hui sont très souvent liés finalement
à un problème d'anticipation et d'essayer de voir très en amont. Alors ça a été évoqué, l'idée des documents d'urbanisme que sont le SCOT, que sont le PLU ou le PLH, c'est de travailler à faire des politiques d'anticipation, essayer de prévoir l'avenir, de voir comment les choses vont évoluer et par rapport à ça, du coup, d'avoir un coup d'avance par rapport aux autres. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples concrets, un en Pays Basque intérieur et un sur la côte d'action de l'EPFL? Alors, pour ceux qui connaissent un peu les lieux, aujourd'hui, le PFL, et ça a été évoqué par M. Lacassagne, le PFL est beaucoup intervenu sur la commune de Bayonne. On a 2 dossiers emblématiques sur la commune de Bayonne. On en a un qui est aujourd'hui pour le compte de l'agglomération et qui est en fait ce qu'on appelle le pôle multimodal, donc qui est toute la partie en fait le long du quai de Lesseps, donc entre la sous-préfecture maritime, le bâtiment de la Didam et jusqu'aux établissements du Prat. Donc là, aujourd'hui, le PFL a réalisé l'ensemble des acquisitions foncières petit à petit, et tout ça à l'amiable en fait, parce que ça a été évoqué par la sollicitation du droit de préemption, là par monsieur tout à l'heure. Oui, c'est vrai que quelquefois on intervient par exercice du droit de préemption, on a même capacité à intervenir par procédure d'expropriation. Ça a été dit à un moment, mais comment finalement on peut faire? Il existe un outil qui s'appelle l'expropriation, alors c'est vrai que les choses évoluent. Moi, ça me fait plaisir d'entendre les discours des élus parce qu'on se rend compte que les choses ont évolué. Il y a quelques années en arrière, dans une commune, quand vous disiez expropriation, la salle du conseil municipal se vidait en 30 secondes. Tout le monde partait en courant en disant hors de question, on ne veut pas en entendre parler. Et finalement, on se rend compte que voilà, ça fait partie effectivement des outils et des nécessités d'intervention. L'autre dossier important sur la commune de Bayonne, c'est on accompagne la ville de Bayonne là, dans le cadre d'un gros programme au niveau national qui s'appelle, alors encore un acronyme, le PNR4, donc qui est le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et qui a pour objet effectivement d'acquérir des îlots dans le petit et dans le Grand Bayonne pour permettre finalement de réouvrir certains immeubles avec des accessibilités, puisque vous avez aujourd'hui, et ça pour ceux qui habitent Bayonne ils le savent, les appartements à l'arrière qui finalement sont borgnes, donc sans accès sur l'extérieur, avec des problématiques d'habitabilité, enfin d'insalubrité de l'habitation, mais aussi des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a un incendie dans la cage d'escalier, malheureusement tous les gens qui habitent à l'extérieur, eux, ils feront partie des personnes disparues. Et après, à l'intérieur du Pays Basque, on est intervenu sur pas mal de dossiers, sur des communes comme par exemple la Banca, où on est intervenu sur la négociation d'un foncier pour permettre en fait la réalisation d'un lotissement communal. Donc le choix effectivement de la commune a été de maîtriser un foncier pour permettre derrière d'offrir donc des petits lots d'acquisition pour permettre donc à des gens localement de construire des logements. Je vais prendre un exemple aussi pour démystifier un certain nombre de choses. Sur la commune d'Ispour, on avait aidé la commune d'Ispour à maîtriser un foncier. Donc il y avait 2 hectares de foncier. Là, on a aménagé un, puisque malheureusement le deuxième a des problématiques liées à l'inondabilité de celui-ci. Mais elle a réalisé un lotissement communal. Et quand on a rencontré l'équipe municipale à l'époque, on leur a dit, dans l'esprit de ce que disait Marco Bérard, le foncier est rare, il va falloir essayer peut-être de le consommer de façon un peu intelligente et de faire de la densité. Et donc on a dit au maire d'Ispour de l'époque, ça serait bien que vous fassiez des lots individuels qui soient de l'ordre de 500 mètres carrés. Alors là, pareil, quand on lui a dit ça, il est tombé de sa chaise en lui disant, vous imaginez pas qu'à Ispour, les gens vont acheter un terrain à construire de 500 mètres carrés. Nous, ici, si c'est pas 1500, 2000, on va jamais les vendre. Bon, on lui a dit, écoutez, réfléchissez-y, déjà par rapport au prix, et donc par rapport à la cible que vous allez pouvoir retrouver, ça va permettre peut-être effectivement de donner la possibilité à des gens d'accéder et de trouver des solutions. Il a réfléchi à un lotissement qui faisait 18 lots, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'en un week-end, il les a vendus. Voilà. Et il n'en avait même pas assez. C'est-à-dire que s'il avait pu en avoir quelques-uns de plus, il les aurait aussi commercialisés. Donc comme quoi, finalement, il y a aussi des évolutions dans l'approche par rapport à ça. Et ça fera l'introduction par rapport à pourquoi on a réfléchi à cet outil qu'est l'organisme foncier solidaire. Et M. Bourrus, le président du COL, je tiens à dire que le COL, on a beaucoup travaillé en collaboration et ensemble, et le COL a créé aussi cet outil, a été agréé pour intervenir sur cet outil. Pourquoi le PFL a réfléchi à cet outil? Parce que on s'est rendu compte en fait que il y avait la problématique de la zone tendue, avec la difficulté de l'accessibilité, ça a été dit aussi dans les remarques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement les gens, par rapport à leurs moyens, pour pouvoir continuer à travailler ici, sont obligés de s'éloigner, de faire aujourd'hui des kilomètres.
On voit ce qui se passe le matin à Maignon, on voit ce qui se passe un peu partout, et c'est de plus en plus compliqué. C'est effectivement avec en plus l'augmentation du prix de l'essence, de tout ce qui va avec. Donc effectivement, ça coûte très cher. Et le constat finalement, c'est que ce sont les gens qui ont les moins de moyens qui sont obligés de s'éloigner, et c'est eux qui finalement ont des coûts supplémentaires pour venir travailler. Donc une incohérence peut-être par rapport à ces objectifs. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit, il faut répondre à cette problématique, donc permettre une accession durable déjà, et puis à des prix attractifs. Mais aussi ce qu'on a constaté, et ça on va dire qu'à prime abord on l'avait pas forcément anticipé, c'est de voir que dans des villages à l'intérieur du Pays Basque, on avait aussi de la demande. Alors vous avez parlé effectivement de désertification. Monsieur disait tout à l'heure, effectivement, dans certains villages, il n'y a plus personne, donc on n'a plus de services, on perd les commerces, on se rend compte effectivement qu'ils ferment petit à petit. Et on s'est retrouvé dans les situations où le PFL était sollicité pour dire tiens, ça serait bien d'acheter un terrain là, à l'extérieur du village pour faire 5 lots, 10 lots, pour permettre à des gens de s'installer. Et puis on allait sur la place du village et on voyait plein de maisons fermées. Et on disait au maire, mais finalement, là, pourquoi tout ça, là, c'est fermé? Pourquoi il n'y a pas de vie? Pourquoi? Ah là, c'est une famille, de toute façon, ils sont fâchés, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Lui, il est parti aux États-Unis, on ne sait même pas s'il est toujours vivant. Celui-là, on ne sait pas qui c'est. Et donc, finalement, le constat, c'est qu'il y avait tout ce bâti, il y avait ce patrimoine, qui est en plus historique, par rapport à la culture basque, qui est quand même importante. Et du coup, pour répondre à la problématique du logement, on s'étalait, on consommait un peu de foncier à l'extérieur. Et puis quand les élus ont commencé à interroger un peu les gens sur leur commune, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait des gens qui étaient demandeurs pour venir au cœur des bourgs. Il y avait des personnes âgées qui habitaient quelquefois dans des fermes un peu isolées et qui étaient bien contentes, ou en tout cas avaient envie de se rapprocher un petit peu, et des quelques services éventuellement qu'il pouvait y avoir, mais ne plus être isolés. Et puis il y avait aussi des jeunes. Il y avait des jeunes qui n'avaient pas forcément envie d'avoir une maison au fin fond de la campagne, mais d'être aussi à proximité de tout ça. Et finalement, l'un dans l'autre, et le meilleur exemple, c'est ce qui est en train de se passer dans la vallée des Aldudes, où il y a aujourd'hui une réflexion qui est menée entre une analyse qui est faite des demandes et des besoins. Et là, on a un paradoxe total, c'est que vous avez des offres d'emploi qui ne peuvent pas trouver preneur parce que les gens ne trouvent pas à se loger. Voilà, donc vous avez des offres d'emploi, les gens pourraient venir travailler dans la vallée des Aldudes et ils n'acceptent pas l'emploi parce qu'ils ne trouvent pas le logement pour s'installer. Alors qu'on nous dit, c'est la désertification, il faut s'installer. Et en fait, il y a un recensement qui a été fait donc, en partenariat avec le CAUE, et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y avait 200 biens, sur les 3 communes de la vallée des Aldudes, 200 biens qui ont été identifiés comme étant vacants. Et à partir de là, il y a un travail d'analyse qui a été fait entre ceux qui pouvaient effectivement être transformés, ceux qui étaient véritablement vacants ou pas, ceux qui étaient absolument pas utilisables. Et à la sortie, aujourd'hui, il reste une vingtaine de biens sur lesquels des questions se posent et de dire, finalement, peut-être qu'on a intérêt à les maîtriser, ces biens-là, et de proposer effectivement à des gens de venir s'y installer. Soit il y aura un logement à l'intérieur, parce qu'on ne pourra en faire qu'un, mais peut-être qu'on aura une grosse maison et dans laquelle on pourra faire 4 logements et finalement faire venir 4 familles. Et donc l'idée, effectivement, ça a été de trouver l'outil. Cet outil, il a été créé par la loi, c'est un organisme foncier solidaire. Il permet, cet organisme foncier solidaire, de mettre en place un bail réel solidaire, alors encore un acronyme, le BRS, qui a une particularité, c'est que celui-ci, il permet à la personne d'acheter en accession sociale, donc avec des prix encadrés, mais il a surtout une grande vertu, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il est pérenne. Il a une durée de vie de 99 ans, et il se renouvelle à chaque session. Et de par sa structure juridique, il oblige à ce que le prix soit encadré tout au long de la durée du BRS. Donc ça veut dire que celui qui achète, et ça a été dit par M. Borus tout à l'heure, le bien qui aurait été acheté 150 000 euros, même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, même 50 ans, même 80 ans après, il ne pourrait pas être vendu 400 000 ou 500 000. Dès le départ, on prévoit une indexation. Et autre élément absolument important, c'est que ce bien, il ne peut être vendu que pour de la résidence principale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre pour de la résidence secondaire, on ne peut pas le vendre pour de l'investissement locatif, il est forcément vendu pour de la résidence principale. Donc c'est un moyen, et alors la cerise sur le gâteau, on va dire, parce qu'on a tous milité, et M. Borus en faisait partie, on a tous milité parce que ça nous semblait être une bonne idée, que ces logements qu'on pouvait difficilement qualifier de non sociaux, parce que là, si ceux-là, ils ne sont pas sociaux,
ils puissent rentrer effectivement dans le quota des logements, des 25% de la loi SRU. Et là, finalement, c'est vrai que c'est super, puisque ça va permettre, non seulement pour les communes en zone tendue, de faire ces logements et donc d'avoir une offre variée et du coup de remplir ces objectifs, en répondant à des besoins de gens qui ont besoin de rester sur ce territoire urbain et avec des prix accessibles, et avec la garantie effectivement que l'effort, parce que l'effort il va être réel, hein. Aujourd'hui le PFL, donc sur ses fonds, il va devoir porter ce foncier, donc il va acheter le foncier, et le foncier qu'on aura acheté 1 million d'euros, il sera revendu à personne. C'est-à-dire que le PFL, il va le garder, ce foncier, et il va le porter 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, pour qu'effectivement, derrière, on puisse permettre cette accessibilité et cette accession à des prix maîtrisés. Donc cet effort financier public qui va être fait, on va avoir la garantie, effectivement, qui sera pérenne, puisqu'on aura l'encadrement donc, de ces rétrocessions et donc la pérennité de cette accession sociale. Et dans les centres-bourgs ruraux, et j'en termine, dans les centres-bourgs ruraux, ce qu'on espère, effectivement, avec cet effet-là, et c'est la recherche qu'on a menée aujourd'hui, c'est que non seulement on arrivera à prendre, donc à sortir la valeur du foncier, parce que ce qui rend très compliqué la réalisation d'opérations en centre-bourg ruraux, c'est que vous avez beau acheter 10 000 € un bâtiment, quand vous mettez dessus le prix des travaux de réhabilitation, vous arrivez à un prix de vente de l'appartement qui n'est pas acceptable ou attractif pour des personnes du secteur. Donc il faut trouver le moyen non seulement de neutraliser la charge foncière, mais en plus de neutraliser une partie du coût des travaux. Et par le biais de l'OFS, ce qu'on va faire, effectivement, c'est que non seulement on va maîtriser la charge foncière, mais en plus on va maîtriser une partie du coût des travaux. Et l'objectif qu'on se donne, alors on est dans la phase expérimentale, c'est de faire en sorte qu'on ressorte effectivement, qu'on se trouve 30%. Donc quand l'OFS va revendre ses logements en milieu rural, en centre-bourg ruraux, on soit au moins 30% en dessous des prix du marché. Voilà, pour être attractif et pour faire en sorte effectivement de faire venir des gens, et avec aussi l'objectif de se dire qu'au rez-de-chaussée de ces immeubles rénovés ou grosses maisons rénovées, on puisse aussi faire revenir du commerce, du petit commerce de proximité. Et là aussi, il va falloir qu'il y ait un effort qui soit fait, parce que le petit épicier ou le cafetier, il ne va pas venir s'il paye un loyer comme au centre de Bayonne. Donc il va falloir effectivement lui donner la possibilité de s'installer et d'avoir la capacité de payer un loyer abordable. On va vous remercier Arnaud Portier. Alors on a laissé un peu plus que de raison, mais bon, c'était exceptionnel, le sujet était passionnant également. On va passer maintenant à Beñat Etchebest qui va nous parler de l'exemple d'Etxalde. Oui, donc bonsoir. On va parler de Etxalde. Qui arrive. On va parler d'Etxalde qui n'est pas un acronyme, qui veut dire la ferme, on va dire. C'est tout simplement la maison. Hein. Dans le temps, il n'y avait que des fermes. Et Etxe, ça veut dire donc maison, vous avez compris. Et Alde, ça veut dire ce qui est autour de la maison. Donc voilà. Donc on est une quarantaine d'habitants du Pays Basque à s'être posé la question il y a une douzaine d'années sur ce qui pourrait être fait pour que les gens puissent continuer d'habiter en Pays Basque. Et on a imaginé réfléchir donc sur un mode de propriété qu'on connaît tous, qui est tout simplement le mode de la propriété privée. Et on s'est dit qu'on ne peut décider que de ce qui nous appartient. Donc il fallait posséder pour pouvoir décider. Donc nous avons lancé Etxalde. Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà. Donc il y a une petite présentation sur ce dont on a parlé jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire l'attractivité du Pays Basque Nord génère une migration de la côte vers l'intérieur. On va faire court. Oui, on va faire court. Soumis aux échéances de vente propres à la propriété individuelle. Les habitants perdent rapidement leur place. La propriété individuelle est un mode de propriété qui est ramené à l'homme, la femme, quelque chose qui est encore assez biologique, qui meurt. Et donc il doit transmettre avant la mort ou après la mort. Et c'est un passage très délicat au Pays Basque, mais dans toutes les zones urbaines, ou très urbanisées. C'est-à-dire que là, on s'est soumis en fait aux plus offrants. Et bien, il y en a qui ne peuvent pas faire partie des plus offrants. Et bien, donc ils vont à l'intérieur. Et ils deviennent les plus offrants de l'intérieur. Hein, voilà.
voilà, ceci est expliqué là-dessus, hein, c'est-à-dire que voilà, la particularité, c'est, alors plus que posséder, en fait, les gens cherchent une sécurité en devenant propriétaires. Et comme on entend souvent, les Basques sont attachés à la propriété. En fait, non, ils sont attachés comme tout le monde à cette sécurité. Ils sont attachés à transmettre cette sécurité à leurs enfants. On n'est pas en train de parler de biens, on est en train de parler là de sentiments. Donc chaque génération achète un bien et essaye de le transmettre. Et chaque génération doit financer ce bien, donc s'endette pour financer ce bien. Voilà. Alors, on s'est amusé comme ça. Donc là, il y a deux choses. Vous avez une chose floutée en haut qui dit en fait que la propriété privée peut être éclatée. C'est ce dont vient de parler mon voisin, Monsieur Portier, à l'instant. Et la deuxième chose, c'est en fait ce que l'on met collectivement pour devenir propriétaire. Donc on est 300 000 habitants, il y a 2 habitants par ménage, on a vu ça tout à l'heure. Ça fait 150 000 logements en résidence principale. Si on mettait chacun 100 000 euros pour acheter sa résidence principale, il y en a qui ont la chance d'en mettre plus. Qu'on investit ça sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on achète à la louche à 30 ans et on revend à 60. On est dans des moyennes. Ça fait 15 milliards d'euros qu'on arrive à mettre par notre capacité de travail ou l'épargne faite par nos parents, qui est assez fluide des fois. 15 milliards d'euros qu'on mobilise tous les ans. Ça pour mettre dans les murs. Comme on n'a pas tout le temps l'argent, on va en chercher à la banque. Ça fait, donc un petit peu plus d'argent. Et le total fait 22 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les mois, on met collectivement 60 millions d'euros dans des murs ou, pour un tiers, dans de l'épargne, dans des intérêts qui vont dans un système bancaire qui est aujourd'hui un système mondial, qui n'est plus le système qu'on a connu, nous, quand on a appris à réfléchir sur l'économie. À l'époque, on avait le système fermé en France, comme dans tous les autres pays, hein, sur toute la planète c'est comme ça, le produit des intérêts était réinvesti dans le pays. C'est-à-dire que c'était tout simplement une circulation de richesse. Aujourd'hui, ces intérêts-là s'en vont et je pense qu'on n'en voit pas tant que ça. Voilà. Alors, nous on a réfléchi, donc on s'est dit on doit posséder hein, ce que fait aujourd'hui l'OFS, donc ça n'existait pas il y a 10 ans, hein, on a démarré donc en 2007, la réflexion en 2005. On doit posséder. Donc l'idée c'est en fait tout simplement qu'on achète au nom d'une structure morale qui s'appelle donc Echalde, qui est une association qui est totalement duplicable. On a acheté 2 biens qui sont la propriété donc de l'association Echalde, et nous comme on n'a pas trop encore accès au financement public, eh c'est les locataires qui payent. Hein, c'est comme dans le monde réel, hein, ils sont dans le monde réel. Voilà. Alors là vous avez donc les deux systèmes, donc la propriété individuelle ou la propriété en commun, donc on est toujours dans de la propriété privée et on est dans quelque chose qui est prévu dans le code civil, ça existe déjà, on n'a rien inventé, on a lu tout simplement des paragraphes qui sont lus un peu moins souvent. La propriété en commun est quelque chose qui est totalement prévu. Donc on a sur la partie arrière avec une propriété individuelle, on voit que collectivement tous les 30 ans, on met 22 milliards d'euros. Tous les 30 ans, c'est infini. Ça c'est en linéaire. Il faut imaginer que les prix montent parce que voilà, hein, vous voyez bien que on est un petit peu de plus en plus perdu par l'augmentation des prix et les gens continuent de déménager vers l'intérieur. En propriété en commun, une fois que les biens sont achetés, une fois, comme les immeubles ne sont pas des pommes, des poires, ne sont pas des biens périssables, eh bien, il est payé. Ensuite, il suffit d'y habiter. Et il ne reste à la charge de la population que la partie entretien. Alors vous voyez là hein, ce qui est disponible. Alors pour se nourrir, hein, au premier degré, on va commencer, et puis tous les degrés qu'il peut y avoir de la nourriture, et se développer. Donc voilà, ça c'est la propriété en commun. Alors je vais faire court, hein, je ne vais pas développer. Voilà. Donc Echalde, 1 mètre carré acquis n'est plus à refinancer par les générations futures. Voilà, donc une proposition, et Gimbi des dates. Voilà la proposition Echalde, schématisée. Bon, alors c'est un petit peu juridique parce que, en fait, ces choses-là de la propriété, qui sont la nue propriété, le fruit, l'usage, ne sont pas des termes qu'on voit tous les jours sur le sud-ouest, pour l'instant, on va dire.
Alors bon, je m'excuse, mais bon, on n'a pas réussi à trouver les bons mots, on les cherche en permanence. En résumé, Echalde est une structure qui détient la nue propriété, mais ne fait rien sur ces biens-là. Il ne fait que posséder. Ça ne se voit pas sur le territoire. Et ensuite, l'usage et le fruit, c'est-à-dire usage, pouvoir y habiter, le fruit, pouvoir en tirer un revenu, et donner à la population, qui paye quelque chose quand même à Echalde, qui paye une contribution. On est toujours dans la propriété privée, mais sous une autre forme. Voilà, le principe tout simplement, c'est que une fois qu'on a un bien, eh bien, les gens habitent dans ce bien-là, ils sont usufruitiers et non pas locataires, ils ont la totalité de l'entretien, de la totalité des taxes à leur charge, ils versent une contribution de 4 € par mois pour entretenir leurs biens, et ils versent une autre contribution de 2 € par mois pour permettre le développement de la démarche. Les 2 € permettent d'acheter d'autres biens. Les 4 € d'entretenir le bien. Tous les 5 ans, on vient voir comment ils ont entretenu leur bien. S'ils l'ont bien entretenu, eh bien, on leur rend les sous. S'ils n'ont pas bien entretenu, eh bien, on a l'argent pour faire l'entretien, on fait venir les entreprises. C'est tout simple. Voilà. Donc Echalde aujourd'hui donc, a démarré son premier achat, donc, enfin les deux premiers achats, donc en 2007. On a 6 appartements, 9 garages, un local commercial. On est pour l'instant en phase de paiement initial, parce que le paradoxe, c'est qu'on fait sans argent, c'est-à-dire que nous avons fait un prêt, on est 40 personnes à avoir donné chacun 500 €, ça fait 25 000 €, et avec ça on a emprunté 440 000 €. Donc ça veut dire que le levier là est phénoménal, et nous sommes 40 personnes qui sommes des personnes physiques, on n'a pas derrière d'assises particulières. C'est-à-dire que rien qu'avec ce système-là, rien qu'avec le système de prêt, on arrive, pour une partie, donc, à devenir en fait propriétaire en commun. Ça veut dire extraire de façon définitive, totalement, et sur la base même de la propriété privée, c'est-à-dire qu'on est encore au plus ras des pâquerettes que l'office foncier solidaire. C'est quelque chose qui est indestructible, la propriété privée. On arrive tout simplement à extraire des biens de la frénésie du marché, de façon définitive. Et pour finir, Azken hitza, continuons. Alors, on va passer maintenant, c'est égal, madame, peut-être. D'accord. Donc, on va passer avec Chantal Touré, membre de l'association Emen. Voilà, alors moi je faisais partie des 40 premières personnes aussi qui ont créé Echalde, mais en même temps j'ai voulu mener une réflexion parallèle et sans doute complémentaire au sein de Emen pour essayer de promouvoir différentes formes d'habitat partagé, qu'on pourra peut-être réaliser d'ailleurs dans le futur, mais Echalde ça va prendre du temps, parce qu'il faut d'abord, il faut rembourser ses emprunts, il faut essayer de ramasser de l'argent pour acheter d'autres maisons, etc. Alors en attendant, moi j'étais très intéressée donc, par l'habitat partagé, ainsi que beaucoup d'autres gens. Et je me disais qu'au sein de Emen, on s'est toujours intéressé aux coopératives de production, qui sont particulièrement importantes au Pays Basque. Et par contre, donc on a essayé de les faire connaître au sein de Emen. Vous vous rappelez des opérations réussies en Pays Basque, etc. On a essayé aussi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de coopératives. Mais curieusement, le Pays Basque est en retard en ce qui concerne les coopératives d'habitants, qui sont en train de se développer en France, dans plusieurs régions, qui sont très nombreuses en Suisse, au Canada, dans les pays scandinaves. Et il n'y a pas une seule coopérative d'habitants encore en Pays Basque. Comme on est particulièrement intéressé par le thème des coopératives, on avait envie de travailler un peu là-dessus, surtout quand vous allez voir l'association française qui s'appelle Abicop, qui est à Lyon, qui s'occupe de promouvoir et d'aider tous ceux qui ont un projet de coopérative d'habitants. C'est vraiment très intéressant. Et ça vaudrait le coup qu'une coopérative d'habitants commence à se créer au Pays Basque, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres après. Alors, d'abord dire quelques caractéristiques. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants ? C'est donc, quand on est dans une coopérative d'habitants, on est le locataire d'une construction dont on est collectivement propriétaire. Chacun est locataire, mais collectivement, on est propriétaire.
En général, l'apport des coopérateurs est de 20% du coût total. Et ensuite, ils créent entre eux une association pour aller demander pour faire un emprunt bancaire. À l'heure actuelle, les banques qui accordent ces emprunts, ces crédits sont le crédit coopératif, la Poste, la Caisse d'épargne et le crédit agricole. Alors ensuite, le locataire, il paye une redevance qui couvre le remboursement de l'emprunt, les charges, les sommes qu'il faut provisionner pour les travaux d'entretien et pour les impayés éventuels. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme dans le cas des Tchaldés, il n'y a pas de spéculation possible, parce que quand un coopérateur veut partir, il revend sa part tout simplement tel qu'il l'avait acheté, plus c'est quand même indexé sur le coût de la vie, mais pas plus, hein, l'indice INSEE des loyers. D'autre part, les coopératives d'habitants, ça peut être du logement social, parce que les coopératives ont accès aux prêts PLS, et les coopérateurs, ils peuvent avoir accès aux allocations logement. Voilà. Et puis, ce qui est très important, c'est que être dans une coopérative, ça veut dire qu'il y a une vie de groupe qui est très riche, qui est importante, qui est basée sur une charte qui rassemble toutes les valeurs du groupe. Et puis, les coopérateurs créent entre eux une association qui est celle qui va ensuite négocier le prêt avec les banques. Voilà. Donc, à Aymen, on a essayé depuis juillet 2014 de réunir ceux qui avaient un projet d'habitat partagé ou de coopérative d'habitants. Et en faisant ça, je pense qu'on restait fidèle aux préoccupations essentielles de Aymen, qui ont toujours été de dynamiser l'économie locale, de créer un développement équilibré sur l'ensemble du territoire. Et on va voir que ça peut être intéressant de ce point de vue-là. De créer des emplois locaux, et c'est quand même, on touche au secteur du bâtiment qui est quand même essentiel ici, de répondre aux défis écologiques actuels, et de rechercher avec le maximum de partenaires les formes d'un développement plus solidaire et plus convivial. Et donc, il me semble que l'habitat partagé et participatif répond à beaucoup de ces préoccupations. Alors, en 2015, on a envoyé une lettre, on a rédigé une lettre qu'on a envoyée à tous les maires du Pays Basque, en leur expliquant qu'il nous semblait que qu'il fallait réfléchir justement à ces formes d'habitat partagé qui pouvaient permettre de recentrer les populations dans les centres-bourgs. Parce qu'effectivement, il y a une douzaine de maires qui nous ont répondu, qui étaient intéressés. Et qu'on a rencontré, on est allé visiter. Effectivement, on a vu dans des bourgs, par exemple, des maisons complètement vides, abandonnées, en plein centre du village, ce qui est quand même un peu désolant, et qui pourrait faire l'objet d'une réhabilitation et puis être réoccupé justement par des groupes qui auraient des projets d'habitat partagé. Donc, on souhaite contribuer donc au maintien de la population dans les communes, voire faire venir une population nouvelle dans ces communes, ce qui permettrait sans doute de sauver des écoles, la poste, etc. On souhaite aussi faire travailler les entreprises locales du bâtiment et en particulier développer l'éco-construction et l'éco-restauration qui sont assez en retard aussi au Pays Basque. On n'est pas très fort en matière de... Enfin, il y a de la construction traditionnelle, mais les gens ne sont pas tellement formés dans le domaine de l'éco-construction. Or là, je pense qu'on est obligé maintenant de répondre aux défis écologiques actuels et de développer ce secteur. Ça serait une bonne occasion de le faire. Ensuite, on pense aussi que ces projets d'habitat partagé peuvent être conciliés avec des projets professionnels. Par exemple, avec le maire de... Je crois que c'était oui, je crois que c'était Banca, où nous avait fait visiter... Excusez-moi, je vais vous demander d'être brève, parce qu'on va passer à un exemple concret. Alors après, non. Enfin, on peut concilier. Il y a beaucoup de métiers maintenant qui peuvent se faire à l'intérieur du Pays Basque, par la voie d'Internet, etc. Et on peut très bien imaginer que l'habitat, que dans un habitat partagé, il y a aussi une zone pour des professionnels. Et puis, surtout, on pense aussi que l'habitat partagé, c'est une alternative très intéressante pour les maisons de retraite, une alternative aux maisons de retraite. Je crois que beaucoup d'entre nous n'ont aucune envie de finir dans une maison de retraite, même s'il y en a quelques-unes. Merci Chantal Touré. Vous avez fait juste la liaison avec ce dont va nous parler
Colette Schnurrenberger, qui, bon, excusez-moi pour la prononciation, le suisse ou l'alémanique, j'ai du mal. Donc Colette Schnurrenberger qui va nous parler justement d'un projet concret d'habitat partagé pour les seniors. Oui, alors c'est tout à fait une initiative, alors là, portée par quelques personnes, puisque cette association a été créée en 2017. Au départ, on était 2, et puis là, maintenant, on est une 12aine. Donc, on a rencontré des élus d'Anglet, Bayonne, Biarritz, puisque notre objectif, c'était effectivement de créer une alternative à la maison de retraite. On a organisé une réunion publique le 29 septembre 2017. Là, on avait 40 participants. Donc, ensuite, on a eu la chance, et l'immense chance, que la mairie de Bayonne nous propose un terrain quai Bergeret. Et ensuite, on se fait accompagner par Habitat Éco-Action sur l'accompagnement sociologique et après par une architecte qui va faire la programmation. On a établi pendant cette année une charte et un règlement intérieur, des documents pour notre communication, et on a même trouvé le nom de notre future résidence, Zouimayou, puisque nous avions des Basques et des Gascons dans notre groupe, donc il fallait déjà apprendre à faire une concession, c'est-à-dire, je ne sais plus, voilà, bon, arriver par le consensus à avoir le nom. Donc tout ceci, parce que j'ai été pendant des années, et je le suis encore, administrateur au col. Donc tout ce que j'ai appris au fil des années et rencontré des élus nous a permis tout de même d'avancer beaucoup sur ce projet. Donc notre projet, ben voilà, il est situé là où il y a le rond jaune. Il y aura un autre projet derrière avec Domo France, puisqu'il y aura une trentaine de logements en accession sociale à la propriété. Et nous, on sera sur effectivement une quinzaine de logements aussi en accession à la propriété. Et on crée dedans, dans cet immeuble, une salle de convivialité, une buanderie, des chambres d'amis, et bien sûr il y aura un local vélo au rez-de-chaussée, voilà. Et on a la prétention de penser qu'on pourra peut-être être en RT, qu'est-ce que c'est là maintenant, 2020 ou BEPOS, enfin BEPOS, voilà. On est très ambitieux, on a travaillé pendant 1 an, on s'est déjà fait notre petit programme, maintenant il faut passer dans le vif du sujet avec les professionnels. Oui, voilà. Alors, bien évidemment, on est sous conditions financières, puisque c'est le col qui va réaliser cet immeuble, sous plafond de ressources. Donc là, vous avez les revenus fiscaux pour 1 ou 2 personnes. Alors, on sera dans l'OFS, puisque tout de suite au début, on a su que le foncier était très onéreux et qu'en accession sociale traditionnelle, nous n'aurions pas pu passer. Et puis, on a appris depuis que ce serait certainement avec vous qu'on aurait à travailler ensemble sur le bail réel solidaire. Voilà. Donc, on se rencontre pour la première fois ce soir, c'est parfait. Un prix de vente prévisionnel au mètre carré qui avait été annoncé il y a quelques mois entre 2150 et 2350. Je crois qu'il faut plutôt enlever les 2150, puisqu'on a quand même des prétentions énergétiques assez importantes, donc ça sera 2350. Une redevance foncière mensuelle moyenne de 90 €, puisqu'il y aura des T2 et des T3. Et puis une exonération de 30% de taxes foncières. Alors ça, c'est la loi Elan qui le permet, mais avec l'accord de la mairie. Alors voilà. J'ai oublié. Bon, voilà. Et alors, nos objectifs 2018-2019, c'est une communication à l'aide de flyers, livrets d'accueil, articles de presse. Donc on a fait un nouvel article dans la presse qui nous a amené d'autres candidats. Donc là maintenant, on a à rechercher 3 autres candidats, hommes, femmes ou couples, c'est possible. Hein, on a 4 couples dans notre projet. Des recherches de subventions, exemple la CARSAT pour équiper les parties communes. Faire connaître notre projet auprès des associations du quartier Saint-Esprit, parce qu'on a bien l'intention d'être partie prenante du quartier. Construire notre blog, alors là par contre, là on est nul, donc là il n'y a aucune compétence, donc il va falloir les récupérer. Ce qui nous appartient, alors à l'aide d'Habitat Éco-Action, donc on programme notre projet, voilà, et donc actuellement on est 4 couples et 8 personnes seules.
Le permis de construire va être déposé en février 2019, livraison prévue premier semestre 2021. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le fait d'avoir lancé cette initiative, bien évidemment avec l'appui du COL, rien n'aurait pu se faire, et puis surtout l'avantage d'avoir un foncier immédiat, parce qu'on a rencontré une équipe à Chamarel, Chamarel le projet à Vaux-en-Velin. Eux, ils sont en coopérative d'habitants, effectivement, ce sont des seniors, mais ils vont jusqu'à encaisser les loyers en ce moment. Nous, on a d'entrée imaginé que c'était trop lourd pour nous, puisque ça va de 62 à 13 ans, moi je suis la plus âgée, donc voilà. Et ce serait quand même lourd. L'avantage tout de même de ce système, c'est qu'effectivement on rentre dans l'anti-spéculation. Donc nos héritiers ne pourront pas spéculer sur un endroit aussi magnifique que celui-ci. Donc c'est quand même un gage de pérennité de notre projet. Et en même temps, moi je suis ahurie du nombre de personnes qui disent « mais on y pensait depuis longtemps ». Donc on a la prétention dans notre association Âge et Partage de dire « ça peut se dupliquer partout », y compris dans les cœurs de village, effectivement, parce que ça correspond bien à une alternative à une maison de retraite. Et mon grand souhait, ce serait que ce serait intégré dans le projet stratégie du COL qu'on va redéfinir, donc, Monsieur le Président, et en même temps intégrer quelques locatifs. Parce que je pense que nous, on est en accession, on a eu la chance de pouvoir accéder, donc on va revendre notre appartement pour acheter là, mais je crois qu'il y a quand même aussi toute une population qui est aussi très intéressée par le participatif, mais qui ne pourrait pas acheter. Voilà, merci. Merci. Alors, Monsieur Portier, très rapidement, oui, mais oui. vraiment rapidement, Non, à la vitesse de l'éclair. C'est ça, c'est juste pour dire que le foncier dont parle Madame Schumberger, c'est un foncier que la mairie de Bayonne nous avait demandé de négocier et d'acquérir, et qui à l'origine, et vous vous en doutez de par sa situation, permettait la mise en œuvre d'une opération d'accession libre, donc de promotion immobilière classique. Voilà. Et par ce dispositif, par une volonté communale, par derrière effectivement des montages et des réflexions, on se rend compte qu'on arrive à faire tout autre chose et dans l'intérêt effectivement d'autres populations que de l'accession libre, et peut-être éventuellement on aurait eu affaire à des appartements en défiscalisation, peut-être des appartements vides et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je crois que c'est ça tout l'intérêt effectivement de ces démarches. Merci.